Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Magharibia. Quel plaisir de vous accueillir. Merci pour votre fidélité. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, la page YouTube, la page Facebook d'El Magharibia. Merci pour votre fidélité. Merci aussi pour vos contributions quant à toutes les images, les informations et vos témoignages que vous nous envoyez à notre humble niveau. Nous essayons tout simplement de transmettre l'information en temps et en heure et surtout l'information réelle. Excusez-moi de ce pléonasme, mais vous le savez très bien, c'est pas évident d'avoir des informations réelles, notamment avec les différents médias qui accompagnent ce peuple algérien. Ce soir, donc, nous allons revenir sur ce 119e vendredi. C'était hier avec une nouvelle fois la capitale encerclée, bloquée, des arrestations en nombre. Certains n'ont pas pu tout simplement faire leurs courses et vivent normalement au sein de cette belle capitale algérienne qui est Alger ou encore d'autres villes, puisqu'il suffisait juste de sortir, d'être accompagné par exemple par son fils, son enfant ou parfois sa fille et être embarqué sans aucune raison invoquée. On va revenir donc sur ce vendredi 119, sur Hirak, cette révolution algérienne qui continue, coûte que coûte maintenant depuis février 2019. Le peuple est uni, pacifique, il ne lâche rien. On pourra le répéter, le réitérer comme ça pendant plusieurs mois, à mon avis encore plusieurs années. On va y revenir avec nos invités. Ils nous diront aussi pour eux où en est le Hirak aujourd'hui, quelles sont ses perspectives, toujours persévérant, avec la même détermination, vivre libre tout simplement, vivre dignement et retrouver un état de droit en Algérie. De l'autre côté, le gouvernement, vous le savez, du pouvoir, des autorités qui, coûte que coûte, seule sa feuille de route compte. Après le 12 décembre imposé, malgré un boycott et un rejet total sur cette présidentielle, le 1er novembre, la Constitution, malgré encore une fois un rejet total et un boycott, puisque les chiffres dans les urnes l'ont prouvé, eh bien, le pouvoir, le régime, les autorités algériennes, Abdelmadjid Tebboune, comptent coûte que coûte. Donc maintenir ces législatives, on va y revenir, il reste au pouvoir, laisser, vous l'avez vu, on le voit aujourd'hui, un peuple totalement malheureusement à l'inconnu, à l'abandon d'un avenir, une crise sociale, un pays qui va droit au but. Encore aujourd'hui, un sondage, une étude américaine donc estime que l'Algérie va droit au mur et que son pouvoir descend de plus en plus bas et qu'il a de moins en moins de solutions aujourd'hui. Donc on va y revenir avec nos invités. On va revenir aussi sur la diaspora, puisqu'aujourd'hui ils étaient à Genève en nombre pour manifester et déposer un rapport. Nos invités sont en direct, enfin ils sont en train de rentrer, ils s'arrêteront pour nous en parler. On reviendra aussi sur ces mobilisations, notamment auprès du consulat de Marseille ou encore à l'ambassade à Paris. Aujourd'hui, c'était donc de 11h à 16h, il y avait énormément de monde. On vous en montrera quelques images et on essaiera tant bien que mal, puisqu'à l'heure actuelle, nous n'avons trouvé personne qui puisse réellement nous décortiquer, nous expliquer ce déconfinement, ces réouvertures des frontières. On essaiera avec nos invités. Peut-être qu'ils auront une baguette magique pour nous expliquer un peu comment les Algériens pourraient aujourd'hui retrouver et retourner en Algérie. Pour en parler, pour revenir sur cette actualité, Hassan Helaj, bonsoir Hassan Helaj, merci d'être avec nous. Merci, bonsoir, merci pour l'invitation et bonsoir aux téléspectateurs. Merci à vous, économiste, analyste politique. Merci d'être là. Dans quelques instants, va venir nous rejoindre en direct. Il termine une conférence, l'écrivain conférencier Nordin Aoussat. Et nous aurons en ligne des militants qui rentrent, donc, qui sont sur la route du retour de Genève à Paris, notamment Azouaou Chemrouk ou encore Hakim Taibi, Eliès Lawazi ou encore Eliès Djebali qui reviendront sur cette diaspora qui s'est mobilisée aujourd'hui. Et pour revenir sur les arrestations, sur la situation des Algériens et des Algériennes. Ils sont nombreux à être arrêtés. Il faut savoir que dans les 2 dernières semaines, on compte près de 2500 arrestations. C'est du jamais vu. Depuis février 2019, c'est Aïssa Rahmoun qui nous en parlera dans quelques instants. Hassan Helaj, je vais commencer par vous, puisque Nordin Aoussat va venir nous rejoindre. D'un point de vue général, c'est la question que je pose à mes invités. On est en février 2019, le 16 février, notamment Kherata. On connaît la suite, le 22 février. Vous faites partie de cette révolution, vous la suivez en tant qu'Algérien. Pour vous, ce Hirak, aujourd'hui, il a évolué à différents niveaux. Il est pris aussi au piège, en tout cas, il est réprimé, même s'il trouve d'autres solutions maintenant depuis plusieurs mois. Cette révolution, ce peuple algérien, ce Hirak, pour vous aujourd'hui, est-ce qu'il représente la même force, la même détermination que vous l'avez vécu et ressenti il y a plus de 2 ans?
Oui, je pense que c'est même beaucoup plus important parce qu'il y a ce qui apparaît, évidemment, ce qu'on voit dans les rues, ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, ce qu'on voit dans les différents médias et chez vous ici aussi sur le Maghrebia. Mais il y a aussi ce qui n'apparaît pas, ce qui est en profondeur, vous savez. Et il y a une culture collective, il y a un inconscient collectif qui se forme avec ce soulèvement de février 2019. L'onde de choc est extrêmement importante sur l'ensemble de la société. D'abord, il y a ce mur dont tout le monde a parlé, tous les observateurs, ce mur de la peur qui a été complètement brisé, détruit, etc. Donc ils ont beau essayer de le reconstruire, c'est un mur désormais de sable et qui s'écroule au fur et à mesure qu'ils essayent de le construire. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est qu'avant février 2019, l'opposition au régime, c'était quoi? C'était quelques partis politiques, quelques associations, quelques intellectuels, quelques opposants dans les différents ordres professionnels, avocats, médecins, etc. Et donc, c'était facile à cerner. Il y avait donc, pour les services algériens, aussi bien la police que les services de renseignement, les services secrets, c'était facile de cibler, c'était facile de savoir qui faisait qui animait quoi, etc. Mais depuis février 2019, le pouvoir n'a plus affaire à ces groupes. Il a affaire à toute une société, à tout un peuple, et c'est extrêmement difficile à gérer pour lui. Aujourd'hui, peut-être qu'on reparlera tout à l'heure, il y a un basculement dans la manière de gérer le Hirak. On voit que dans un premier temps, il y a eu une espèce de regard un peu condescendant. On s'est dit, bon, c'était autour du 5e mandat de Bouteflika, donc l'armée ne savait pas trop comment il fallait réagir, qu'est-ce qu'il fallait faire, etc. Le peuple s'est dressé comme un seul homme pour dire, suffit cette mascarade-là. Et puis petit à petit, il y a des revendications de fond extrêmement importantes. On est passé d'une Algérie où le cadre de Bouteflika était le dirigeant. On offrait des cadeaux au cadre, on a offert un cheval au cadre de Bouteflika. C'est-à-dire qu'on était en train de construire une espèce de mythologie gréco-romaine, c'est-à-dire au sens tragique du terme. Et même la Corée du Nord n'a pas su faire ça, n'a pas pu faire ce genre de choses. Et donc le pouvoir algérien, avec ses services, eh ben, ils ont réussi cette espèce de mascarade honteuse qui a fait de l'Algérie une risée à l'échelle internationale. Et puis petit à petit, il y a encore une fois des revendications de fond. Il y a des revendications qui demandent non seulement Itna Haouga au sens où ce système-là doit absolument être éradiqué. Je me souviens de ce petit jeune qui a dit Itna Haouga, qui a dit il parlait donc en arabe dialectal, il disait que l'arabe moyen-oriental, l'arabe standard, c'était pas notre langue, et il répondait à une journaliste du Moyen-Orient, il disait c'est c'est-à-dire Derja. Donc rien que cela, c'est-à-dire qu'il y a un basculement au niveau du regard. Oui, c'est ce qu'on dit, c'est qu'il y a eu je vous garde, c'est toujours important de revenir sur la base de cette révolution parce qu'elle est motivée, mais on sait très bien que ce n'est pas facile de se mobiliser, de garder espoir, coûte que coûte, une révolution c'est long. Il y a eu un avant 2019 et il y a eu un après 2019. C'est grandiose, on en parlait tout cet après-midi à la rédaction, c'est qu'encore une fois, ce peuple, il a pris conscience, il a fait un bond en avant, il s'est libéré tout de même dans la parole aujourd'hui. Et puis il a évincé, enfin il a fait démissionner, même si on pense que c'est Ahmed Gaïd Salah, mais c'est le peuple qui a fait démissionner, notamment l'ancien chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika. Donc ce peuple aujourd'hui, il a fait un bond énorme. On ne pourra plus retourner dans les années 2015, 2012, 2010. Le Hirak a été une université populaire. J'avais dit une fois dans une émission à M. Benchenou, j'ai dit, là aujourd'hui, on pourrait sortir dans la rue et distribuer à tout le monde un diplôme de licence de sciences politiques.
parce que précisément, le peuple algérien ne peut plus être berné par la langue de bois, par les discours habituels, nationalistes, arabistes, islamistes, le discours qui désigne le Maroc, Israël, l'immigration, etc., comme étant des ennemis extérieurs, qui nous indique qu'il y a, attention, qu'il y a un ennemi intérieur. Ça peut être autour des islamistes, ça peut être autour du MAC, etc. Tout ça, personne n'y croit plus. Aujourd'hui, le peuple, en tout cas, on ne peut plus le berner, le pouvoir, ils le peuvent régime. ramener des dahdah autant qu'ils veulent. Des dahdah, de l'autre là, de Nordin, je ne sais plus comment il s'appelle, qui disait qu'il vendait des armes aux militants du MAC, etc. Tout ça, vraiment, les Algériens savent aujourd'hui que non seulement c'est du théâtre, mais que c'est un aveu de faiblesse des gens qui tiennent aujourd'hui le pouvoir. À moins, comme me disait un cousin que j'adore beaucoup, qui s'appelle Abdelnour, qui me dit, il se peut qu'il y ait au sein du pouvoir des gens qui veulent tellement ridiculiser les gens en place que c'est un appel au changement, quoi. En faisant trop, c'est quelque part, en ridiculisant ce pouvoir, quelque part derrière, il y a peut-être des gens qui veulent le ridiculiser, justement. On reviendra avec vous aussi sur les limites du pouvoir du régime algérien, des autorités. Est-ce qu'elles arrivent réellement à leurs limites aujourd'hui? Puisqu'on le voit de vendredi en vendredi, il y a énormément de répression, mais est-ce que c'est réellement une force? Alors, je ne sais pas en régie où on en est. Alors, je sais que j'ai Lies Lawazi qui me propose de le joindre maintenant puisqu'il est disponible. Je ne sais pas si voilà, mes collègues en régie vont pouvoir faire un miracle. Et on va recevoir dans un instant d'autres militants qui sont d'ailleurs ensemble. Ça sera là le moment de leur donner la parole tous ensemble, notamment Azouab Chemrouk, Hakim Taibi, Elias Jebali. Je vous propose de revenir sur ces quelques images. C'était à Genève. À Genève aujourd'hui, et on va en parler avec nos invités, puisque la diaspora, de plus en plus, elle maintenant, elle se mobilise, hein, elle ne s'arrête pas de se mobiliser de plus en plus depuis plusieurs mois. On regarde Genève et on se retrouve tout de suite après. مخابرات إرهابية. المغربيه سي ان بليزير ان شاء الله تغني لها يصبح دوله مدنيه ماشي عسكريه تنمير. راكم تشوفوا رانا امام المفوضيه الساميه لحقوق الانسان لدى الامم المتحده. اليوم الجاليه الجزائريه المقيمه بالمهجر في اوروبا بصفه عامه اعطت بعضها البعض موعد هنا في جنيف امام المفوضيه الساميه لحقوق الانسان لدى الامم المتحده لتحسيس الراي العام الدولي وشعوب العالم بما اللي راه صار في الجزائر من انتهاكات لحقوق الانسان للممارسه الديمقراطيه
للممارسة السياسية وممارسة الحريات الفردية والجماعية والديمقراطية. اليوم الجالية الجزائرية في أوروبا هنا في جنيف جات بيد وحده باش تقول للشعب الجزائري رانا هنا معكم، ما نسيناكمش، ونكونوا هنا دائما نساندكم في جميع القضايا. حراك جميع الجزائريين والجزائريات بدون استثناء. Salam alaikum, aujourd'hui on est là à Genève devant les bureaux des droits de l'homme. On est là juste pour les détenus d'opinion. Ce n'est pas pour faire intervenir je ne sais pas quel pays ou quoi, mais c'est juste pour sensibiliser les gens, pour sensibiliser les pays, le monde, de ce qui se passe en Algérie, parce qu'il y a récemment, franchement, À chaud, donc c'était à Genève, hein. Les militants sont en train de rentrer, ils sont sur la route, on essaye de les joindre d'abord pour leur demander un peu leur avis, comment s'est passée cette journée, la mobilisation, et puis aussi pour exprimer cet impact, puisque la mobilisation de la diaspora, des ONG, de certaines grandes ONG internationales se mobilisent énormément de plus en plus, et c'est un pouvoir aujourd'hui, en tout cas les analyses, les études le prouvent, qui se retrouvent de plus en plus face à lui. Je vous proposerai dans un instant, et on la commentera avec nos invités, une revue de presse où vous verrez une de presse sur ces 8 derniers jours où on ne parle que de répression ou alors un peu de ce sketch de réouverture des frontières. Nordine Aoussat, écrivain, conférencier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Nordine Aoussat. Vous étiez en pleine conférence. Merci d'avoir écourté votre temps pour nous et pour les Algériens et les Algériennes. La première question que je posais, et elle est importante, cette question à chaque fois, parce qu'il faut parler de ce hirak, de cette révolution. Elle est présente, elle est longue. Est-ce que, je vais vite, mais est-ce que pour vous, vous ressentez toujours, vous êtes toujours aussi motivé? Est-ce que vous ressentez toujours la même détermination? Alors je le disais, on ne va pas se le cacher, ça a pris aussi une autre tournure, les réseaux sociaux, il y a eu cette pandémie, il y a la répression aujourd'hui, mais c'est une révolution qui continue et qui est toujours déterminée. Absolument, plus que jamais, c'est Chaban, et encore sur des éléments, non pas juste comme ça pour se motiver dans le but de se motiver, mais sur je dirais, des données tangibles, des données factuelles, des indices qui sont très très forts. Aujourd'hui, les Algériens doivent être fiers, je dirais, à plus d'un titre d'être ceux qui sont vivants, hein, quelle que soit leur génération, de vivre ce temps. C'est un temps mémorable dans l'histoire de l'Algérie. C'est la première fois depuis 62, je dirais, que le peuple algérien sort comme ça dans sa globalité, dans sa totalité, dans sa diversité régionale, géographique et aussi intergénérationnelle, pour un seul but, pour un seul objectif, pour une seule raison, qui est l'avenir de leur pays. Donc c'est la première fois. Montrez-moi à quel moment de l'histoire de l'Algérie, depuis le 5 juillet 62 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu tant de générations. Même quand l'Algérie a gagné à la Coupe d'Afrique, c'est les jeunes qui sont sortis. Hein, donc d'accord. Mais là, vous avez 3 générations. Donc le hirak, c'est une chance. Le hirak, je dirais que c'est un sursaut de dignité, un sursaut de survie des Algériens à un moment où l'Algérie était sur le bord du précipice. Elle était sortie de l'histoire déjà depuis un moment, elle était déjà en déliquescence totale, elle végétait économiquement, elle périclitait sur le plan, je dirais, social. Il restait juste ce sursaut-là de dignité. Ils l'ont fait le 22 février 2019 et ça se poursuit jusqu'à maintenant. Et je pense que le peuple algérien ne lâchera pas ce hirak avant de le faire parvenir à son but, qui est l'amorce du changement radical du régime, du système politique. Ça, je n'ai franchement aucun nombre de doutes, rien. Je suis convaincu que c'est la bonne foi cette fois-ci.
Merci, je vais vous redonner la parole. On est en direct, on essaye de joindre les militants. Géliès Laouazi, je vais demander à Ramadan de venir récupérer mon téléphone justement pour lui répondre, qui nous appelle là via Skype en direct. On va essayer de joindre les militants, c'est important. Aussi, je posais la question à Hassan Herash. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des Algériens, des Algériennes? Alors il y a eu ce cadre effectivement qui a malheureusement fait rire le monde entier, puisqu'on rappelle qu'Abdelaziz Bouteflika a été présenté dans un cadre. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce peuple, il a vraiment pris conscience, il a repris sa citoyenneté et il a dit stop, on va jusqu'au bout, et c'est le cas aujourd'hui? Absolument, mais là, c'est-à-dire qu'on n'en revient pas quand on y pense un peu avec le recul au point où nous sommes tombés. C'est-à-dire que le pouvoir a fait tomber l'image, la dignité de l'Algérie et des Algériens à un point où on ne peut plus descendre plus bas. Quand cette image-là, que les Algériens ne peuvent pas oublier, on offre un cheval à un cadre. Le cadre qui représente. Mais c'est une image dégradante. Vous n'êtes pas concerté. Ah bon? C'est une image que tu as donnée. Ça tombe bien. Voilà, donc tu vois bien. Donc pourtant, on n'a pas parlé de ça. Donc c'est une image qui est, je dirais, insupportable. Et celle du 9 février aussi, dans la salle qu'on appelle la coupole du 5 juillet, du complexe du 5 juillet, le premier meeting du FLN et des groupes, des partis politiques, voilà, les cachéristes, où le cadre, presque se disputait qui va tenir un bout de ce cadre. On les a vus se bousculer les uns les autres, le cadre de Bouteflika au milieu. Et, cette flagornerie s'est terminée. Voilà, tout à fait, cette surenchère dans la mesquinerie, la bassesse. Aussi, elle a choqué les Algériens et comme je le disais, donc il y a eu ce sursaut qui n'est pas tombé du ciel, c'est une accumulation bien sûr, et c'est une accumulation dans le sens où la décennie noire, rouge de sang et noir dans les sombres perspectives qu'elle réservait aux Algériens. Ensuite, les 20 années de Gabji, de dilapidation des richesses, 1000 milliards de dollars qui sont partis comme, je ne sais pas, un feu de paille, la dilapidation, la prévarication de ces biens. Qui a commencé avec Boumediene, Bouharouba, avec Zgar et compagnie. Oui, ça a toujours existé. Très important. Voilà. Oui, tout à fait. Si on remonte. Sans compter le Sendouk Talamoun de Ben Bella, qui a pris les bijoux des femmes algériennes. En Kabylie, je me souviens très bien, les femmes ont été d'une générosité, elles n'avaient rien, elles n'avaient que ça. Il a tout pris et on ne sait même pas ce que c'est devenu. Tout à fait. Donc la gabegie a effectivement commencé à ce moment-là. Et c'est ça les bases de ce régime aujourd'hui. C'est la dilapidation, le mensonge, la tromperie, etc. Et on y est encore dedans. Et c'est ça que les Algériens veulent combattre. Ne veulent plus. Ils n'en veulent plus, oui. Nous avons Lies Laouazi, on n'a pas réussi par Skype, malheureusement. Lies Laouazi, vous êtes au téléphone avec nous. Rebonjour. Oui, bonjour. Alors, Lies Laouazi, racontez-nous, Genève, une diaspora qui s'est mobilisée, pas que de Paris, puisque certains qu'on connaît partaient de Strasbourg, de Lille, de Lyon, des quatre coins de France, et puis d'autres ont même traversé quelques pays de l'Europe. Alors, cette journée, elle est positive? Cette journée est très marquante aujourd'hui à Genève. Il y a eu des gens qui sont venus de partout, de Lille, de Paris, les gens de Genève. Il y a eu un monde de fous. Donc on a déposé un rapport détaillé auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour interpeller cette instance internationale et pour qu'il exhorte les autorités à cesser d'utiliser la violence contre les manifestants pacifiques et à cesser les arrestations arbitraires en Algérie. Nous avons interpellé cette institution sur les droits bafoués en Algérie, sur les droits fondamentaux et les droits humains en Algérie. Donc nous avons déposé un rapport détaillé avec des vidéos, avec des audios, avec des témoignages et même des jugements des détenus. Donc ça a été une action qui s'est passée dans la sérénité, qui s'est passée dans l'ambiance totale.
Tous les Algériens de tous bords sont venus nombreux et nombreux. Et c'était vraiment merveilleux, quoi. Il y a un rapport qui sera donc envoyé au commissariat. Est-ce qu'on peut dire, alors la diaspora, elle se mobilise hein, depuis depuis le début, j'ai envie de dire vraiment depuis le début. Est-ce que tout de même on est optimiste d'être aujourd'hui écouté? Alors pas spécialement au niveau des États ou des gouvernements. D'ailleurs, on parlera ensemble tout à l'heure de Jean-Yves Le Drian qui a fait une très belle sortie cette semaine, qui a été très critiquée et polémiquée. Mais est-ce qu'aujourd'hui la diaspora a conscience, est optimiste, qu'elle est écoutée, que ça pourrait porter ses fruits, même quand on sait que l'ONU sur des grands conflits a du mal à se positionner, par exemple? Écoutez, la diaspora a joué toujours un rôle primordial dans l'histoire de l'Algérie depuis même avant l'indépendance. Ça a commencé depuis 1926 lorsque l'Étoile nord-africaine ont appelé à l'indépendance de l'Algérie. C'est l'Étoile nord-africaine qui a appelé pour la première fois l'indépendance de l'Algérie. Il faut rappeler aussi que pendant la guerre de libération nationale, le FLN de la diaspora était le poumon financier du FLN d'Algérie. Quand il y a eu, la création de la Ligue des droits de l'homme en Algérie, c'est là qu'a commencé le travail. Et à chaque fois qu'il y ait un événement où une tragédie en Algérie, le travail, il commence toujours dans la diaspora, il commence toujours ici à Paris et dans toute la diaspora. Donc pour nous, on estime aujourd'hui que la diaspora a un rôle très important à jouer au niveau des institutions internationales. C'est pour ça qu'on fait un travail aujourd'hui sur ces institutions pour les interpeller, pour faire pression pour faire pression sur ces institutions afin d'inciter ou d'exhorter les autorités algériennes à respecter les droits fondamentaux et les droits humains en Algérie. Je profite de votre présence. Je sais que vous n'avez plus de batterie, vous êtes en route. Il y a d'autres dates hein, qui sont organisées. La diaspora ne s'arrête pas. Les Algériens et les Algériennes dans le monde entier ne s'arrêtent pas. Quelles sont les prochaines dates qu'il ne faut pas rater, sans compter les soutiens sur les réseaux sociaux? Exactement. En tout cas, on a préparé beaucoup d'actions au sein de l'immigration. Donc aujourd'hui, c'est l'action de Genève. On a interpellé l'Institution internationale des droits de l'homme. Le 6 juin, il y aura une grande marche à Paris vers la place de la Bastille. Et le 7, le 8, le 9, il va y avoir des rassemblements devant tous les consulats de Paris, de Bobigny, de Nation, de Nanterre, de Créteil et de Pontoise. Et le 13 juin, il va y avoir aussi une marche pour dénoncer le simulacre électoral et pour dire à ce système qu'on suit toujours notre feuille de route, qui est celle d'aller vers un changement démocratique réel en Algérie. Il va y avoir aussi d'autres questions au niveau des institutions internationales, comme celle devant le Parlement de Bruxelles. Ça sera le 19 juin. Il va y avoir aussi une action devant le Parlement européen. Le Parlement européen à Strasbourg, ça sera le 24 ou le 26. On n'a pas encore l'autorisation, mais on attend entre les deux dates. Et il va y avoir aussi l'exposition des deux ans de la Révolution au Parc de la Villette pour le 3 juillet. Et le 4 juillet, il va y avoir aussi une grande marche de la diaspora. Ça va être, je pense, vers Nation. On n'a pas encore demandé l'autorisation, mais ça a été acté au sein de l'intercollectif qui organise toutes les actions ici à Paris. Une autre forme, je suis sûr qu'il vous reste encore une petite minute de batterie,
malheureusement une autre forme de répression. Certains ont perdu leurs parents, leurs proches, n'ont pas pu aller en Algérie pour accompagner des défunts. C'est une forme de terreur. En tout cas, moi j'étais à Paris ce matin devant l'ambassade. C'est ce que disait, il y avait des larmes aux yeux. Ça c'est une chose, mais aussi les Algériens qui ne pourront pour l'instant malheureusement pas retourner dans leur pays. D'abord en voyant un peu ces conditions de réouverture des frontières, si on peut appeler ça une réouverture des frontières, qu'est-ce que ça vous évoque? Et je suis sûr qu'aujourd'hui vous en avez parlé aussi à Genève, c'est une forme de répression quelque part. D'ailleurs l'affiche dit clairement, et c'est le titre de l'émission, rendez-nous notre liberté. Oui, la répression a commencé, ça fait longtemps sur les gens de l'extérieur, sur nous, la diaspora. Ah, je crois Allô? que... Lies, vous nous entendez? Oui, Oui, je vous entends. Je vous laisse finir là-dessus, sur cette réouverture des frontières. C'est une forme aussi de répression, vous le disiez, sur la diaspora aussi. Exactement, c'est pour ça qu'on a appelé aussi à des rassemblements devant tous les consulats de Paris, de Lyon, de Marseille pour protester cette décision du gouvernement qui ne fait que rajouter de la pression sur la diaspora. Merci Lies Laouazi, merci vraiment d'avoir été avec nous. Vous êtes sur le retour, vous étiez à Genève, vous êtes parti je crois d'ailleurs hier ou ce matin très tôt. Et merci de prendre la parole parce que c'est pas facile et c'est pas évident pour tous les militants. En parlant des militants, merci Lies Laouazi, merci, bon retour à vous et vous saluerez... Vous saluerez vos camarades militants. En parlant de répression, je vais proposer à Karim en régie de nous diffuser la photo d'Hicham Riyad, donc qui jeudi dernier, il y a 48 heures, la chambre d'accusation cour de Blida confirme donc jeudi la décision du juge d'instruction en date du 29 avril pour le placement sous contrôle judiciaire. Voici les conditions du contrôle judiciaire. Alors, vous ne rêvez pas. Je n'ai rien inventé. Une comparution chaque semaine pour signer le registre du contrôle judiciaire, alors que dans le passé, c'était une fois toutes les 2 semaines. Confiscation du passeport, interdiction de sortie des limites territoriales de la wilaya de Blida, interdiction de participation à toutes les marches populaires, interdiction de publier sur Facebook. Lors de la perquisition le 28 avril, on lui a notamment perquisitionné son ordinateur portable. Messieurs Aoussat et messieurs Heraj, quand on voit ces décisions suite à ces conditions de contrôle judiciaire, je le disais cette semaine sur le plateau de Jamaldine Benchenouf, bientôt les Algériens n'auront plus le droit de se nourrir. Je crois, très franchement, je n'ai pas d'éléments précis en main, mais je crois très franchement qu'il y a en ce moment une espèce de surenchère parce qu'il se passe vraiment des choses au niveau du pouvoir, dans les arcanes du pouvoir. Parce qu'à chaque fois que ça va mal entre eux, effectivement, ils se rabattent sur la répression du peuple, sur les emprisonnements, l'instrumentalisation de la justice, de la religion, des cultures, des langues, etc. etc. C'est-à-dire que c'est un signe de faiblesse au sein des autorités. C'est un signe de guerre entre les différents services. Je suis convaincu, parce qu'on le voit depuis quelques semaines, au moins 4 ou 5 semaines, ce n'est plus la sécurité militaire qui gère le Hirak, c'est directement la DGSN. On sait très bien que Tebboune a nommé un de ses amis, en la personne de Kamel Ben Beljoud, je crois qu'il s'appelle comme ça, ministre de l'Intérieur, et il veut absolument démontrer qu'il peut faire mieux que la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui est commandée par le général Rachdi. Donc cette concurrence entre la DGSN d'un côté et la DGSI de l'autre fait que aujourd'hui le Hirak est en train de payer la guerre des services. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur est en train de dire à Tebboune, les services de la DGSI n'ont pas été capables d'arrêter le Hirak, moi je suis capable de l'arrêter. Et donc on voit comment il y a des milliers de policiers, ce n'est pas par hasard, toute la police est mobilisée pour notamment la symbolique des grandes villes, surtout à Alger, pour empêcher les marches, etc. Pour dire, voilà, il montre ses muscles pour dire à Tebboune, oui,
tu m'as fait confiance, tu vas voir, moi je vais arrêter le Hirak. Moi je ne suis pas le général Abdelghani Rachdi qui est laxiste, machin, etc. Tu vas voir que la DGSN est capable d'arrêter. Donc nous sommes en train de payer justement cette guerre de clans, cette guerre des services, cette guerre des uns et des autres. Et c'est la raison pour laquelle la justice va être instrumentalisée encore de façon encore plus dramatique, plus tragique et je dirais aussi plus risible. On va voir, c'est-à-dire des chefs d'accusation de plus en plus innovants, de plus en plus incroyables, inimaginables, des gens, par exemple, vous n'avez pas le droit d'assister à une manifestation, vous n'avez pas le droit de parler au téléphone, vous n'avez pas le droit d'avoir un ordinateur, vous n'avez pas le droit... Vous devez signer des documents pour ne plus sortir. Voilà, etc. Donc, il y a un affolement. Il y a une espèce de volonté, comment dire, du ministère de l'Intérieur et de la DGSN d'arriver à un résultat pour dire à Tebboune, voilà, vous voyez, on a mieux fait que les services secrets. Quelque part, est-ce que, alors avec l'analyse de Hassan Hiraj, c'est grâce encore une fois à ce Hirak, il y a panique à bord, il n'y a plus de capitaine. Là, vous parlez de cette guerre des clans entre le DGSN, la DGSI. Et on rappelle que le ministre de l'Intérieur, Zoubida Assoum, nous en parlait. Justement, oui, il y a quelques temps, il était intervenu pour s'immiscer un peu aussi, l'intimider, l'arrêter, etc. Vous voulez rajouter quelque chose rapidement? Juste pour dire qu'il y a plusieurs capitaines. Ah, oui, c'est une belle chute. Vous savez, la parole, c'est qu'aussi ce Hirak aujourd'hui, en fait, indirectement, il a totalement déstabilisé. Plus le temps passe, il crée une déstabilisation, une panique à bord. Absolument. Moi, c'est ce que j'avais dit déjà depuis mars 2019. Je me souviens, j'étais là sur le plateau de Al-Magharibia quand l'information est tombée que le Gaïd Saleh demandait à Bouteflika de démissionner. Et donc, j'avais dit que c'était un séisme et que c'est le début d'une décantation, que le Hirak a ébranlé. C'était un séisme politique qui a totalement ébranlé le système et l'a fait fissurer. Il est fissuré. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à deux mouvements, un mouvement de révolution et un mouvement contraire de contre-révolution, ou ce qu'on peut appeler la restauration. Que le pouvoir qui essaie de restaurer son système, mais qui est irrestaurable, je dirais que c'est plus possible. Et la révolution qui continue parce que le peuple sait que ce Hirak-là est sa chance, c'est son salut, il en dépend et il faut le mener jusqu'au bout. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui. Le système, comment il a fonctionné depuis toujours. Depuis toujours, on pense que ceux qui connaissent le système politique algérien, ils savent bien que sa composition, il est labyrinthique, c'est un labyrinthe. Il est clanique, donc c'est un cartel de plusieurs clans. C'est toujours un équilibre qui se fait entre les clans. Je t'en prie. Oui, alors non, mais c'est intéressant ce que vous dites, mais peut-être pas pour toute la population. Les générations nouvelles sont là. Bon, il y a une ouverture, les réseaux sociaux. C'est aussi ce qui a permis peut-être à ce pouvoir et on le souhaite, mais de ne pas en arriver ou à utiliser les méthodes d'une certaine répression que vous avez connue, car vous êtes un petit peu plus âgés que moi, messieurs. Mais ce que vous dites, peut-être que tout le peuple algérien n'est pas au courant de ce système, qu'il est clanique, comment il fonctionne. Donc, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui à ces nouvelles générations pour leur dire, peut-être, c'est peut-être votre analyse ou pas, que ce pouvoir est perdu, qu'il joue ses dernières cartes, qu'il n'a que la répression, car ça se comprend que ce peuple peut aussi avoir peur aujourd'hui d'être réprimé. Il y a le cas d'Hicham Riyad, mais pas que. Il y a le jeune Saïd Chetouane qui s'est retrouvé dans un centre. Comment on peut expliquer ça justement à cette jeune génération qui veut continuer sa révolution et qu'il ne faut pas baisser les bras, même si le pouvoir déploie des dizaines de milliers de... Je crois très sincèrement que nous n'avons même pas besoin d'expliquer. Là, nous sommes en train de commenter, Nordin Aoussat et moi-même, les événements qui se passent, etc. Mais les jeunes Algériens, ils observent. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que le pouvoir panique. Ils voient qu'il y a une surenchère au niveau de la répression. Ils voient qu'il arrête tout azimut. Il y a eu des passants
des gens qui étaient sur les lieux par hasard. Ils allaient au marché, ils accompagnaient leurs enfants à l'école ou chez le médecin, etc. Ils ont été arrêtés en famille, condamnés. C'est invraisemblable. Et tout ça est su aujourd'hui. Les Algériens, quels que soient les wilayas, même les plus au sud, aux frontières du Mali, du Niger, etc., aujourd'hui, ils savent, ils sont branchés sur ce qui se passe au cœur de l'Algérie. On n'a même pas à leur expliquer parce qu'ils voient quotidiennement, et cette chaîne, il faut reconnaître, cette chaîne a fait un travail extraordinaire de conscientisation et d'information. Il n'y a pas, comment dirais-je, une ligne unique, etc., puisque tous les courants se retrouvent ici, sur ce plateau-là. La seule ligne qu'il y a, c'est donner la parole à tout le monde. D'ailleurs, encore une fois, on invite les autres bords à venir s'exprimer. Ce qui veut dire tout simplement que les Algériens observent cela. Quand ils voient une chaîne installée à l'étranger, qui donne la parole, y compris aux gens du pouvoir. Oui, c'est ça. Y compris aux gens du pouvoir. Et quand on essaye, parce que c'est pas facile de les trouver. Quand ils acceptent de se ridiculiser. Alors, et quand ils voient que les médias du pouvoir mettent une espèce de voile sur ce qui se passe dans la rue algérienne, sur ce qui se passe au niveau de la répression, ce qui se passe au niveau des blessures profondes que subit le peuple, hommes, femmes et enfants. Et on voit vraiment des trucs abominables, inacceptables, des viols, des tortures, des machins, 60 ans après l'indépendance. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes exactement dans la culture politique de la colonisation. Il y a une ambiance de colonisation en Algérie. Et c'est la faute de qui? C'est la faute du pouvoir. Aujourd'hui, c'est la faute de la police, c'est la faute des services secrets, c'est la faute de l'armée, c'est la faute des juges, c'est la faute des procureurs, c'est la faute de toute la clientèle du régime qui ne veut pas laisser le peuple algérien respirer, accéder à sa souveraineté tout simplement et faire de ce pays un grand pays. Parce qu'il y a possibilité aujourd'hui de faire de l'Algérie un grand pays, et c'est ça justement que réclament de vendredi en vendredi, de mardi en mardi, jeunes et moins jeunes Algériens, pour qu'ils retrouvent leur liberté d'étudier, d'entreprendre, de s'exprimer, de travailler, de voyager, d'aller et venir pour faire vraiment de ce pays, et on a le potentiel, un grand pays qui compte sur l'échiquier mondial, d'autant plus qu'aujourd'hui, le monde est dans une instabilité incroyable. Aujourd'hui, c'est la guerre économique, c'est la guerre culturelle, c'est la guerre technologique, c'est la guerre informatique, cybernétique, etc. Et les Algériens, au lieu de s'occuper de ça, ils sont obligés d'aller à Genève pour libérer leurs concitoyens. Ils sont obligés d'aller à New York, à Ottawa, à Paris, etc. On est obligé de faire autre chose que de relever notre pays économiquement. Malheureusement, etc. Ils doivent passer par là. Je vous redonne la parole juste derrière avec cette question, mais c'est vrai que le peuple, on l'explique sur ce plateau, ne reculera pas, mais il y a aussi cette nouvelle génération qu'il faut tout de même tenter de motiver, même s'il est déjà motivé, mais c'est important d'expliquer, je pense, de continuer à conscientiser les âmes, les Algériens et les Algériennes, car cette répression, elle est là. On va juste donner la parole à Maître Aïssa Rahmoun. Maître Aïssa Rahmoun, bonsoir, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Bonsoir et merci pour l'invitation et bonsoir à tous les téléspectateurs de Magharibia. Merci Maître Rahmoun. Il était important pour moi de vous avoir ce soir au lendemain de ce vendredi très réprimé en Algérie et puis malheureusement samedi dernier pour quelques raisons techniques, je n'ai pas eu l'occasion de vous écouter. Mais j'ai envie de vous demander d'un point de vue général le sentiment en Algérie. D'abord d'un point de vue général, qu'est-ce que vit le peuple algérien? On le dit sur ce plateau, encore tout à l'heure dans l'émission de mon ami confrère Hussein Gasmi, on nous explique au téléphone que certains veulent sortir faire leurs courses ou des jeunes comme ça se balader, se font arrêter. Comment vivent les Algériens aujourd'hui dans ce contexte de révolution notamment et de répression? On dirait que l'état d'urgence est décrété au niveau de la capitale surtout, parce qu'on a vu la capitale et dans d'autres régions du pays, exception faite à la Kabylie. Et quand on dit la Kabylie, c'est Tizi Ouzou et Béjaïa principalement. Aujourd'hui, on a vu une marche à Kharata qui est une marche
régulière qui est là, mais aussi à Bouira, du côté d'Alger, où des manifestations, des marches se sont improvisées. L'état d'exception qui n'est pas juridique, qui n'est pas constitutionnel, décrété par le régime, est un aveu d'échec. Un aveu d'échec du régime quand on n'arrive pas à convaincre les Algériens, quand on n'arrive pas à réinstaurer la confiance perdue entre le peuple et son pouvoir. Je dirais que c'est un aveu d'échec. Il y a un marasme, effectivement, qui s'est installé dans la société. Ce marasme qui dit le bout du tunnel est encore loin. Il faut se dire les vérités que, effectivement, on a tendance à nous remettre des fois en cause et à dire qu'il nous reste à faire encore du chemin. C'est une réalité. Mais aussi, il y a cet espoir quand le peuple pense qu'en fin de compte, le régime est désarmé. Désarmé comment? Il se trouve que durant des décennies, probablement et sûrement depuis l'indépendance du pays, le régime maintient son hégémonie sur le peuple algérien, sa domination politique, économique, culturelle à la fois, par la violence, la manipulation et l'intrigue, les coups de force, les coups d'État. Tout ce qui est anticonstitutionnel, tout ce qui est anti-peuple est employé, déployé pour maintenir le régime et servir les puissances étrangères. Pourquoi je dis ça? En écoutant la réponse apportée par le ministre des Affaires étrangères, Le Drian, à l'occasion d'une question d'une parlementaire française, il commence par soutenir le régime d'Alger, mais il termine par dire qu'on s'interdit de s'interférer dans les affaires internes d'un autre État. Hypocrisie française qui se veut soutenir ce processus du régime antipopulaire, anti-république algérienne. Et c'est pour cela que le régime actuellement est encerclé. Ça me rappelle le fameux titre de Katib Yassine, le cadavre encerclé. Le régime est terminé. Le régime ne peut plus dominer la société. Ils ont beau essayer de manipuler à travers leurs médias, que ce soit le média national, public, mais aussi les mafieux de la presse privée, des médias privés, des télévisions privées, de manipuler des images, de manipuler des propos. Aujourd'hui, la jeunesse est autre que celle des années 90, que celle des années 80. Les erreurs qui ont été commises par les vaillants militants des années de la clandestinité des années 70-80, mais aussi des militants des années 90 qui ont refusé le diktat du terrorisme armé, mais aussi le diktat du pouvoir militaire, de la junte militaire. Avec les erreurs du passé, la nouvelle génération a d'autres moyens de s'organiser, a d'autres méthodes pour militer. Allô? Allô? Oui, je vous entends, maître Rahmoun. Très bien. Donc, les nouvelles... Oui. Oui, continuez, mais peut-être une réaction. Aujourd'hui, d'après ce que vous nous dites, c'est que la jeunesse, d'abord, qui sort énormément, la famille, parce qu'on voit des mamans, des papis, elle dit quoi? Elle dit vous nous enfermerez par cette porte et nous sortirons par une autre, quoi qu'il arrive. Je me rappelle d'une banderole en 2001 à l'occasion du printemps noir de Kabylie. J'étais avec une amie qui venait faire une visite de travail pour la jeunesse du Front des Forces Socialistes. À l'époque, c'est Lisa Pelling, une Suédoise, actuellement elle est eurodéputée. Elle était et on était tous ensemble émerveillés et choqués à la fois par cette expression de cette banderole qui disait « Vous ne pouvez pas nous tuer, on est déjà morts ». Et quand on sait que 20 ans après ces événements, aujourd'hui l'Algérien, et on le voit, vous savez, le frère Assaf, à l'occasion de son procès, nous avait dit au tribunal de Sidi Mohamed, Wallah, en famille, on va ressortir dans la rue. Wallah, on va sortir dans la rue.
Donc le message, la volonté, la détermination de la jeunesse, de la New Wave, de cette nouvelle vague de militants citoyens, qui ne sont pas forcément câblés aux associations, aux partis politiques d'opposition ou autres. C'est des jeunes qui se sont formés dans le tas, dans l'ambiance du 22 février 2019. Ils ont cumulé ces frustrations existentielles, économiques, politiques et juridiques à la fois pour en faire des enragés réellement. Le travail de la société civile autonome telle que RAJ, la Ligue des droits de l'homme et les syndicats ont fait que aujourd'hui, le passage de témoins entre l'ancienne génération, les anciens militants qui ont subi la torture, qui ont subi l'emprisonnement, qui ont subi des intimidations, des licenciements de leur poste de travail. Aujourd'hui, cette nouvelle jeunesse essaie de les transformer en victoire, en résistant, en étant cohérent dans le message politique, dans la revendication et dans surtout l'unité et le pacifisme dans l'action et dans la présence sur le terrain. L'unité et le pacifisme, c'est des armes destruction massive pour le régime, et c'est pour cela qu'il veut entraîner aujourd'hui cette jeunesse dans une spirale de violence qu'il va sûrement contrôler lui-même, parce que les subterfuges constitutionnels ou juridiques, ils sont là. Tout est installé, tout est fait pour dominer la société. Et c'est cela qu'il faut contourner toutes ces manœuvres du régime en restant dans la silmiya, en restant dans l'Ittihad et à travers ces deux principaux axes de la révolution, je suis très sûr qu'on va gagner. Un mot à Aïssa Rahmoun, maître Rahmoun, avant de vous quitter. Vous êtes d'abord algérien avant tout, vous êtes avocat, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Comment vous percevez la diaspora se mobilise énormément, de plus en plus, depuis plusieurs mois, sur tous les fronts. Comment vous percevez? Elle était à Genève aujourd'hui, elle tente d'avoir un peu plus de liberté, en tout cas de relayer un soutien, une solidarité et défendre les droits de ses frères et sœurs. Comment vous le percevez, vous, en Algérie? Vous savez, notre diaspora, c'est la meilleure des diasporas qui puisse exister. Après le lobby juif qui travaille dans l'aspect financier, économique, nous avons une immigration, nous avons une diaspora, masha'Allah, fihum mubarakallah, fihum wa'atahum saha, sur tout ce qu'ils font. Parce qu'à la belle, il y a beaucoup de jeunes ici en Algérie qui disent, même ceux qui ne sont pas conscients, un certain de l'esprit de cette révolution, qui disaient que et pourtant ils sont à l'aise, ils travaillent. Voilà les diapos qui existent en Algérie. Ils ont un job, ils ont leur loisir, ils partent au cinéma, ils se permettent un resto comme ils veulent. Ils sont dans un pays démocratique, ils sont libres. Mais vous voyez l'attachement de l'Algérien à sa terre. Vous savez, en sociologie, on dit que en anthropologie aussi, l'attachement de l'Algérien, le shajar zeytoun. Vous savez, cet arbre, quand on plante cet arbre, il prend beaucoup de temps pour nous donner des olives et par la suite nous donner de l'huile d'olive. L'Algérien, il s'attache, par exemple, à cet arbre. Pourquoi? Parce que c'est ancestral, c'est sa terre. Il la cultive pour préserver et la préserver pour les générations futures. C'est à peu près ça pour la diaspora. Ils essaient de planter beaucoup d'oliviers à Genève ou à Strasbourg ou à Bruxelles. C'est des oliviers qui viennent du cœur de l'Algérien, de l'Algérie profonde. Et le travail qu'ils font, c'est un travail extraordinaire. Ça nous donne un baume au cœur, ça nous assure, ça nous réconforte, ça nous encourage d'une manière ou d'une autre. Et puis le travail sur l'aspect des droits de l'homme est aussi très important, parce que les droits de la personne humaine sont unis et indivisibles. Mais les hommes, ils vont nous complexer ou les hachmouna qui l'État algérien a ratifié des textes, des conventions, des pactes. Elle est tenue de les respecter. On rappelle à chaque fois à l'État algérien le devoir de respect des textes internationaux qu'ils ont ratifiés. Et c'est pour cela que je m'incline
devant le travail énorme, gigantesque que fait la diaspora. Merci, merci. Très belle métaphore, très belle. Ça va faire plaisir à toute la diaspora de parler effectivement de ces oliviers qui sont en train d'être plantés un peu partout et qui plus tard donneront des belles olives et de l'huile. Merci Maître Rahmoun d'avoir été avec nous, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Merci d'avoir pris ce temps précieux pour les Algériens et les Algériennes. 2 petites minutes avec Azwa Chemrouk qui est en retour aussi de Genève. Azwa Chemrouk, bonjour. Est-ce que vous m'entendez, Azwa? On vous a perdu, on va réessayer de vous rappeler. Alors je rappelle, vous êtes aussi en route avec un certain nombre de militants que je salue, notamment Liad Jebali, Hakim Taibi, entre autres. Messieurs, je voudrais qu'on revienne sur, d'abord peut-être sur cette affaire on parle de diaspora, il y a l'État français. Jean-Yves Le Drian, donc, qui s'est exprimé devant le Sénat il y a quelques jours en disant que les autorités algériennes ont exprimé l'ambition de réformer l'Algérie en profondeur, dans un esprit de dialogue et d'ouverture qui correspond aux attentes qui ont été exprimées dans le Hirak, de manière pacifique. Notre seul souhait, c'est la réussite des réformes au bénéfice de l'Algérie et des Algériens. Il parle d'un esprit de dialogue et d'ouverture. Est-ce qu'il y a réellement un esprit de dialogue et d'ouverture avec ce pouvoir? Je vous laisse réagir. Et à un autre moment, il dit que c'est aux Algériens et à eux seuls de fixer les modalités de ce destin. Sont-ils libres aujourd'hui? On a la réponse. Dans le respect des libertés publiques, dans le respect de la liberté d'expression, dans le respect de la liberté de la presse, auquel la France est attachée partout dans le monde. Alors, la France est attachée effectivement à tous ces principes et ces valeurs, mais à aucun moment il parle de ces répressions. Qu'est-ce que ça vous... Ça fait partie du discours habituel des officiels français. Ils ont toujours soutenu les régimes en place. Ils ont toujours fermé les yeux devant les répressions sanglantes, devant les emprisonnements. Ils ont même cautionné des assassinats en Europe et en France. L'assassinat de Messili au cœur de Paris en 1987 et le renvoi de l'assassin en Algérie montre bien depuis ce moment-là. Et puis l'imam qui a été Sahraoui, je crois qu'il s'appelle, l'imam Sahraoui qui a été assassiné aussi en plein Paris. Je crois qu'il y a une tradition. On est en 2021, il y a une répression qui est en train de s'abattre dans un pays, le plus grand pays d'Afrique, pardon, l'Algérie. Elle est là, cette répression, on ne l'invente pas, enfin, tout est... plus personne s'exprime, etc. Comment un pays comme la France ne dit pas 2 mots en disant... La France, juste, oui, juste ça vous fait rire. Après, je laisse non, mais allez-y. Hein. Juste ce dernier mot par rapport à cette question-là. Je crois que les services algériens ont une espèce d'hameçon. Ils ont un appât. Et ils font miroiter à la France et à un certain nombre de pays occidentaux, particulièrement la France, ils font miroiter une espèce de coopération contre le terrorisme. Et aujourd'hui, le thème, on va dire, le plus important dans l'échiquier mondial, dans les relations internationales, c'est la lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire l'intervention d'un certain nombre de groupes pour déstabiliser certains pays, certains intérêts économiques, etc. etc. Donc, cet hameçon-là, la France aime bien jouer le jeu et donc soutient ce régime dans l'espoir, effectivement, de continuer à travailler au niveau de... Mais à quel prix, quand on voit ce que subit le prix, c'est le déshonneur de la France. Que dire? Donc, premièrement, commencer par dire que la France est uniquement là, et ça fait 2 jours que le président Macron a reconnu le rôle très très négatif de la France dans le génocide rwandais. Les Tutsis. Les Tutsis, voilà, donc c'est uniquement maintenant qu'ils le reconnaissent, donc que la France a joué. Mais alors, c'est vrai, parenthèse, c'était le 27 mai, il y a 48 heures, 94, le génocide Tutsi. Donc, d'abord, il ne s'est pas excusé. La responsabilité,
Mais on a l'impression qu'à chaque fois, bon d'abord, c'est quelque part tout à son honneur, on va dire, parce que c'est peut-être l'un des seuls présidents qui s'exprime, enfin qui parfois s'assume. Avant son élection, Non, il avait... Pardon. non, mais c'est la question que j'allais vous poser. Il le fait parce qu'il est en difficulté dans le Sahel et il est en train, par tous les moyens, de draguer le régime algérien, malien, tchadien, rwandais, etc., dans l'espoir c'est la question que j'allais vous poser. Dans l'espoir que l'armée française ne subisse pas une Parce qu'à la fois, dans le Sahel. Là, il ne parle pas d'excuses. Hein. Il dit qu'il y a une responsabilité. C'est comme avec l'Algérie. Hein. Il dit bien ni repentance, ni excuse. Pourquoi? Je ferme la parenthèse. Je n'ai pas envie de passer mon temps à parler de la France, d'accord? Surtout par rapport à la politique étrangère de la France. Mais par rapport plutôt à la relation entre la France et l'Algérie, ça c'est le cœur de notre sujet et on parlera, personnellement, je préfère parler mais quand on entend, de ça. Effectivement, il nous reste quelques minutes, mais quand on entend ça, c'est faire affront à un peuple algérien qui aujourd'hui, qu'il soit algérien ou pas dans le monde d'ailleurs, enfin quand on voit un peuple qui aujourd'hui est réprimé gratuitement, parce que ce peuple... il n'y a aucune casse, il n'y a pas de violence, etc. Je trouve que quand on est ministre des Affaires étrangères et qu'on tient de tels propos sans évoquer ce qui est dénoncé sur les réseaux sociaux, il y en a qui parlent de, je le disais cette semaine, de langue de bois, de connivence, de complicité, de foutage d'eux pour rester poli, parce que les gens ne comprennent pas pourquoi à un moment donné la France ne dit pas, mais Monsieur Tebboune, arrêtez cette répression tous les vendredis. Chaban, il faudra être réaliste. La France ne le dira jamais. La France ne le dira jamais. La France ne prendra jamais de position en faveur du peuple algérien, combien même sa révolution, combien même ce Hirak est pacifique et non violent, et ses visées, elles sont politiques, elles ne sont pas idéologiques, et elles ne sont pas du tout, ni de près ni de loin, dirigées contre les intérêts français. Bien au contraire, c'est par rapport à mais elle ne le fera pas. Il faudra se rendre à l'évidence. Les relations entre la France, le pouvoir français, et le pouvoir algérien, c'est des relations de connivence, c'est des relations de complicité, voire même, c'est même pas le ministre des Affaires étrangères, Le Drian par exemple, lui, quand il était déjà ministre des Affaires étrangères de Hollande, il a été, je dirais, joué le VRP de Bouteflika, vendre l'image de Bouteflika viable, vivant et avec une alacrité. Si tu permets, Chaban, j'aimerais revenir sur la question que tu as posée tout à l'heure par rapport à comment redonner espoir à la jeunesse, au peuple algérien, que ce Hirak-là... Ou en tout cas, continuer à ce qu'il garde espoir. Parce qu'on sent tout de même qu'il ne recule pas. Hein. Il ne va pas reculer. Chaban, il y a comment dirais-je, un comportement naturel, un comportement, je dirais, normal dans toutes les révolutions. Les gens, d'abord, ils sont en masse, ils soutiennent, et après, petit à petit, il y a certains qui s'essoufflent, certains qui sont gagnés un peu par le doute, mais d'une manière générale, cette fois-ci, je dis bien aux Algériens, ils tiennent un moment historique de leur vie. Historique. Cette non-violence, ça sera la première révolution non-violente qui va aboutir à changer un système aussi, je dirais, solide que le système algérien. Et moi, je suis convaincu que cette non-violence, c'était l'arme redoutable, c'était, je dirais, l'option, plutôt, pas l'option, c'était vraiment, je dirais, la stratégie et l'action fondamentale qu'il fallait mener. Ils sont en train de le mener et ça donnera ses fruits. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je crois sincèrement qu'aujourd'hui, les Algériens, les jeunes Algériens, notamment, ils sont reliés, comme tous les jeunes du monde entier, ils sont reliés aux informations sur les réseaux sociaux, sur les télévisions YouTube, etc., sur tous les médias informatiques. Ce qui fait qu'ils se posent des questions. Comment ça se fait que le même Jean-Yves Le Drian appelle à la démocratisation en Biélorussie, il condamne le système biélorusse pour ses exactions, il dénonce le système biélorusse
qui a trafiqué les élections, qui a mené Koulachenko au pouvoir. En même temps, ils soutiennent mordicus le régime algérien et empêchent la démocratie, justement, d'émerger en Algérie. C'est deux poids, deux mesures. D'un côté, il veut la démocratie en Biélorussie, et de l'autre, il la refuse aux Algériens. Donc les Algériens sont conscients de cela. Ils savent effectivement qu'il y a des lobbies français. Je ne dis pas toute la France, je ne dis pas le peuple français. Il y a des lobbies français aujourd'hui qui ne veulent pas que l'Algérie se démocratise. Allez, parenthèse, ce n'était pas spécialement la thématique, mais on peut s'arrêter 2 minutes. Vu la situation de l'Algérie aujourd'hui, ce front social, les caisses de l'État se vident, enfin on pourrait en faire des dizaines d'émissions, mais qu'est-ce que la France, vous allez me dire il faut 2 heures ou 3 heures d'émission, mais qu'est-ce que la France encore aujourd'hui a à gagner en continuant à guider ou à diriger ou à maîtriser Il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs. De mon point de vue, à maîtriser le pays, à diriger le peuple indirectement. Il y en a qui disent, bon, les frontières se réouvrent, mais apparemment, certains disent que c'est aussi la France qui dirige. Bon, bah là, la répression et la liberté, on peut aussi comprendre que... Moi, je pense très sincèrement qu'il y a une espèce d'arrière-pensée, j'allais dire presque raciste, en tout cas xénophobe, par rapport à l'Algérie, aux Algériens. Imaginons un instant que l'Algérie devienne un pays démocratique. Ça va être un pays attractif, ça va être un pays qui va se développer très très rapidement. Nous avons énormément de potentiel. Il n'y a pas que le gaz, le pétrole, etc. Rien que la diaspora, justement, vous parliez vous-même de la diaspora tout à l'heure. Imaginons tout de suite une Algérie démocratique. C'est des milliers et des milliers de cadres algériens qui résident en France et dans les pays européens, occidentaux d'une façon générale, mais particulièrement en France, qui rejoindront le pays. C'est des milliers de médecins, c'est des milliers d'ingénieurs, c'est des milliers de professeurs, et même sans ça, en dehors des spécialistes, mais c'est des milliers d'ouvriers, de techniciens, de plombiers, etc., qui vont se dire, mon pays se démocratise, je peux participer éventuellement à son développement, je peux avoir mon logement, je peux avoir la liberté d'expression, je peux avoir donc là, ça ne plaît pas à la France, pour aller vite un peu, pour avancer. Mais ça fait peur à la France, parce qu'il y aurait un basculement. Imaginez tous ces milliers d'Algériens qui travaillent, qui payent leurs impôts, qui consomment et qui participent à la démographie justement française, etc. Imaginons une Algérie démocratique, demain. Qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, c'est une des raisons. Je ne dis pas que c'est la seule. C'est une des raisons qui fait que ça fait peur à un certain nombre de lobbies ici en France. Abdellah, on va diffuser cette petite revue de presse. On peut en parler ensemble, hein. On va la commenter ensemble. Vous allez voir, voilà, Le Monde en Algérie, la manifestation nouveau empêchée dans les rues d'Alger. Hein. France 24, les manifestations du Hirak à nouveau réprimées à Alger dans plusieurs villes. Courrier international, en Algérie, le pouvoir a décidé d'en finir avec le Hirak. Il y a plusieurs presses qui, depuis maintenant plusieurs jours, reviennent sur Nouveau Le Monde, le directeur des médias, place proche du Hirak, placé sous contrôle judiciaire. Les législatives, on parle d'une abstention record, mais il y a plus grave, notamment les intimidations, c'est ce qu'évoquait l'ancien ex-ministre Boukrour. TV5 Monde, est-il encore possible de manifester? Et ce sera une des dernières questions que je vais vous poser, messieurs. Nouvelle vague de condamnation notamment. Il y a aussi la presse qui revient sur ces frontières. Alors on vient d'en parler, hein, puisque Paris appelle à la poursuite des réformes dans le respect, vous l'avez vu, les mots entre guillemets de Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères. Le documentaire aussi, hein, qui a été très controversé, produit par l'armée, hein, ça c'est du jamais vu aussi, qui diabolise les médias étrangers, les opposants, etc. Ça aussi on en a parlé, hein, sur El Maghrebiya. France Info, voilà, l'Algérie classe comme organisation terroriste de mouvement pour le républicain Lorrain qui revient sur une manifestation au consulat. C'était aujourd'hui contre les conditions d'entrée au pays. On va laisser terminer cette revue de presse. Messieurs, qu'est-ce que vous avez compris pour certains Algériens? J'étais à l'ambassade ce matin. C'est une forme de répression aussi. Qu'est-ce que vous avez compris dans cette
ce retour à la normale à partir du 1er juin. On ne comprend rien. La seule chose qu'on peut comprendre, c'est que quoi qu'il arrive, on doit passer 5 jours à l'hôtel à nos frais. Ce n'est pas un retour à la normale, c'est un retour à ce visage hideux, à ce visage, je dirais, macabre, piteux, de ce pouvoir incompétent, méprisant, arrogant, à sortir des mesures on dirait que, je ne sais pas, c'est-à-dire qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucune raison d'être. Quelqu'un qui présente son test PCR négatif, et il est négatif, il est dans toutes les frontières du monde entier. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça a fait le tour du monde, la presse en parle, on comprend quasiment rien. Il y a 3 vols de l'Algérie, de Paris, Marseille, on parle de Tunisie, d'Istanbul, d'Espagne. On doit passer, si vous prenez 2 semaines de vacances, vous avez 5 jours à vos frais à l'hôtel. Si à la fin de ces 5 jours, vous n'allez pas bien, vous reprenez, désolé c'est risible, mais 5 jours supplémentaires. Apparemment aussi on vous propose de regarder le NTV et uniquement le NTV. D'après ce qu'on a pu me dire, donc c'est complètement... Enfin, une réaction, non, en tout cas, ça fait énormément pleurer. Excusez-moi, encore une fois, je dirais qu'il faut arrêter ce pouvoir. De toutes les façons, on n'attend rien de lui. On attend de lui son départ. Le régime militaire et tout ce qui nous a causé comme retard économique, comme clochardisation... D'accord, mais là, en faisant ça, autant fermer, autant laisser... Il y a 6 vols par semaine sur plusieurs villes, 2 vols de Paris par semaine, ça fait aller 800 personnes si les avons... autant fermer. C'est quoi? C'est pour réprimer, faire plus de terreur, faire peur? Il y a une stratégie derrière ça. Je ne vois pas comment un chef de l'État peut pondre ceci. Un chef d'État Ou un chef d'État. Non, mais vous m'avez compris comment... Oui. D'ailleurs, on a eu des contacts, notamment chez Air Algérie. Même eux, ils ne comprennent pas. Excusez-moi, Hassan Khellache, allez-y. Non, je pense qu'il y a plusieurs stades d'analyse. D'abord, de façon globale... Si on en a une. Parce que... Oui, à chaque fois que le régime algérien essaye de résoudre un problème, en fait, il rajoute des problèmes. Il a essayé de résoudre le problème économique, on a vu que c'est la catastrophe. Il a essayé de résoudre le problème de la monnaie en faisant de la planche à billets. On a vu l'inflation, on a vu comment les prix ont grimpé, etc. On a vu que c'est la catastrophe. Il a essayé de résoudre le problème du Covid. On a vu que c'est absolument la catastrophe. Aujourd'hui, il essaye de résoudre le problème justement du droit d'aller et venir des immigrés. C'est la catastrophe. Donc, on ne va pas s'étonner à chaque fois que le régime... Mais là, il y a une incapacité à gérer. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, que s'il y avait ces 6 vols, ces 5 vols par jour, comme indiqué à l'époque de France, par exemple, c'est vrai que 5 vols arrivaient à Alger, est-ce que l'État algérien était en la capacité de gérer ces tests à l'arrivée de toute façon. Parce qu'en proposant ça, c'est soit il y a de l'ignorance, soit il y a une incapacité à gérer ou une incapacité intellectuelle, soit c'est peut-être une volonté de réprimer une sorte de nouvelle répression. Chaban, écoute, non, je voulais juste terminer sur le deuxième point. Je pense que, la ligne directrice de notre point de vue, de notre analyse, c'est le 12-6. C'est-à-dire qu'il faut toujours se placer par rapport aux législatives qui veulent absolument mener au forceps. Alors, il se pose des questions de qu'est-ce qui pourrait éventuellement empêcher le Hirak d'entraver ces élections, ces pseudo-élections du 12-6. Donc, par tous les moyens, ils essayent d'ajuster sans pouvoir le faire, par exemple en réprimant, en emprisonnant, etc. Et là aussi, en entravant la circulation de la diaspora, parce qu'elle peut apporter effectivement un bol d'oxygène aux manifestations, au Hirak, à la revendication qu'il y a sur place. Et donc, effectivement, ils en ont peur. Un peu d'espoir, est-ce qu'on peut espérer un retour, question sérieuse, est-ce qu'on peut espérer, de nombreuses familles veulent retourner dans leur pays, rendez-nous notre liberté, j'ai mis ça entre guillemets parce que c'était vraiment le slogan sur l'affiche de l'ambassade aujourd'hui, du rassemblement. Est-ce qu'on peut espérer tout de même un retour à la normale ou est-ce qu'avec... Ça ne sera possible que si, à nouveau, encore plus d'Algériens dans la rue. S'il y a des millions d'Algériens à nouveau dans toutes les wilayas, ils vont céder sur tous les fronts.
aussi bien le front de la démocratie, le front économique, le front de droit d'aller et venir, le front culturel. Oui, puis la fermeture de la capitale, si on a des centaines de milliers d'Algérois qui sortent... Absolument. Ils ne pourront plus rien faire. Moi, je dirais, Chaban, ce matin, on a vu qu'ils étaient très nombreux au niveau de l'ambassade. C'est assez nombreux. Et à Genève également. Voilà, justement. Surtout que c'est tombé le même jour où un cortège très imposant et très important est parti à Genève. Donc ces gens-là qui étaient... Une armada de forces de l'ordre aussi. J'ai proposé à Abdellah de mettre en loupe une nouvelle fois les images ambassade. Vous allez voir à l'image qu'il y a beaucoup de policiers ce matin. Enfin, j'y étais, c'était vraiment très quadrillé. Les manifestants ont été déplacés au lieu d'être réellement face à cette porte principale de l'ambassade. Ils ont été déplacés, vous connaissez un peu la place habituelle, et ils ont été énormément encadrés. On a les images pendant que vous continuez votre propos, Nordine Aoussat. Oui, donc je disais que tout simplement, j'appelle ces gens-là, les Algériens de la diaspora, que le 6 juin, puisque la marche, elle aura lieu le 6 juin, il y a une grande manifestation de République à Bastille, le dimanche 6 juin, donc le 6 juin, et j'appelle tout le monde, ceux qui étaient déjà, qui ont l'habitude de participer aux dernières manifestations, de venir très nombreux, et ça fera partie des revendications des Algériens, ça fera partie, cette liberté de rentrer en Algérie fera partie de revendications de cette marche, elle sera imposante à Alger, ils vont voir que la diaspora est très nombreuse à marcher pour ses libertés, pour sa dignité, pour le changement du régime, pour la libération des détenus, la liberté d'une manière générale. Et je pense que ce sera une occasion de leur transmettre ce message-là. Venez nombreux le 6 juin pour cette marche à 13h30. Rendez-vous à Place de la République pour une marche imposante qui va montrer, il est dans le déni le pouvoir, on le sait qu'il ne va pas changer de perspective, mais encore une fois, pour lui rappeler que le peuple algérien de l'intérieur ou la diaspora à l'étranger ne lâchera pas l'affaire. En plus, je crois que justement, d'après les informations qui circulent aujourd'hui pour cette manifestation du 6 juin, Jean-Yves Le Drian et Abdelmajid Tebboune ont des soucis à se faire parce que les jeunes des banlieues de la région parisienne seront de la partie. Et là, on va voir que ça sera une marche absolument massive. On fera une démonstration de force pour dire non à la mascarade électorale, non à la répression sous toutes les formes. Et nous voulons un changement radical en Algérie. Et le peuple algérien, on en a marre de souffrir 60 ans après l'indépendance. C'est législative, il nous reste encore 3 petites minutes. C'est deux petites minutes, c'est législative, bon, elles vont passer. Pour vous, comment vous voyez cette journée, puisque ça arrive vite quelque part? Pour moi, c'est les pires. Je dirais bien, c'est les pires des législatives, donc dans plusieurs sens. Jamais il n'y a eu, je dirais, de censure de candidature comme il y a eu cette fois-ci. Que ce soit les législatives de l'ère de Bouteflika ou les législatives de 97 sous Zeroual, il n'y a pas eu autant de, comment dirais-je, d'immixtion des pouvoirs. Cette fois-ci, apparemment, des avocats, des gens qui suivent les dossiers de près, qui disent que ce sont les services qui ont donné leur accord pour certaines candidatures et ont refusé d'autres candidatures. Ça, vous réagissez, j'ai une petite question entre parenthèses. Oui. Qu'est-ce qui fait rêver? On va pas les citer, c'est pas la peine, mais on a des jeunes qui se sont présentés, qui étaient avec le Hira. Qu'est-ce qui les pousse réellement, alors qu'on sait que quoi qu'il arrive, ils seront élus et quoi qu'il arrive, ils ne changeront rien avec le système actuel? Je pense qu'il y a une poignée, effectivement, qui ont fait volte-face, qui sont attirés par l'argent, par une espèce de
comment dire... Ou la volonté de changer peut-être, non? Oui, mais c'est une volonté de changer absolument négative, parce que finalement, c'est pour rejoindre quelles valeurs? Des valeurs de corruption, de collaboration, de soutien à ce régime corrompu, à cette mafia, etc., etc. Donc, il y a quelques-uns qui sont attirés par, mais c'est une minorité, attirés par les sirènes du pouvoir, parce qu'il y a des avantages en argent, des avantages en nature, des avantages de toutes sortes, hein, des passe-droits, etc. Bon, il y a ça. À l'image, par exemple, des jeunes de Djil Jadid, c'est exactement ça. Ils étaient dans le Hirak, ils étaient dans le Mouatana, etc. Et puis, du jour au lendemain, ils disent, ça y est, cette fois-ci, c'est des élections libres. Ils se moquent de qui? Là, on sait très bien, en fait, que ça va être des élections vraiment, non seulement au forceps, mais en plus chirurgicales. Pourquoi? Parce que le FLN, le RND n'auront pas la majorité cette fois-ci. C'est les petits nouveaux partis qui ont été créés, comme on fait réchauffer au micro-ondes la nourriture très, très, très rapidement, etc. Et puis un certain nombre de candidats esselés, ils vont faire une espèce de majorité patchwork de ce côté-là, qui vont être guidés évidemment par les services par derrière, avec les ficelles, et ainsi de suite. En tout cas, ils vont faire croire, c'est mon dernier mot, ils vont faire croire qu'il y a eu des changements, parce que le FLN et le RND n'auront pas de majorité. En fait, ce sera en tout cas, tout pour simplement, les Algériens, mais ce sera totalement factice. Pas spécialement de changement. Est-ce que vous voulez prendre 20 secondes chrono pour dire un dernier mot, peut-être? Mon dernier mot, c'est de dire que nous tenons pour une fois le bon moyen de changer ce régime, de redonner de l'espoir à l'Algérie, ce Hirak non violent, ce Hirak unitaire, ce Hirak intergénérationnel. Nous avons notre solution, nous avons notre voie, nous avons notre porte, tenons bon. Inch'Allah, la liberté, elle est, Inch'Allah, avant le 5 juillet 2022, Inch'Allah, on verra la nouvelle indépendance, la nouvelle liberté se tracer devant nous, Inch'Allah. Merci à tous les deux. Action politique pacifique pour empêcher les élections du 12-6. Merci infiniment Algérie, rendez-nous notre liberté. Nordina Oussat, merci d'avoir été avec nous. Hassan Hirej, je dois saluer Abzaz Chemrouk qui était aussi avec nous, Lies Lawazi, Aïssa Rahmoun, les garçons en régie, merci d'avoir réalisé techniquement cette émission. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, à demain soir, même heure, 18h30 heure algérienne pour un numéro de Microscope. Bonne soirée à tous.